suis Laurent Rondy, donc je suis élu depuis 1 an à la Fédération française de surf en charge des formations et de la digitalisation. Et donc, dans le cadre de la formation BPGEPS, on a décidé de mettre en place ce webinaire de façon à pouvoir expliquer comment se passe le recrutement de BPGEPS, de stagiaires BPGEPS, de façon à ce que ce recrutement soit clair, que chacun sache exactement quels sont les intervenants, les acteurs de la formation et qui sont les interlocuteurs en fonction des régions, puisque là, vous allez voir dans la présentation que je vais vous faire, vous allez voir un petit peu les personnes qui sont susceptibles d'intervenir et répondre à vos questions en deuxième partie de présentation. Kostia, je ne t'ai pas précisé, mais tu peux lancer l'enregistrement. Je vais… Alors, il y a encore du monde qui arrive, puisque je vous dis, on est 57 normalement prévus sur le webinaire. Là, pour l'instant, on n'est que 36. Je vais vous présenter… je vais vous présenter le petit diaporama que j'ai prévu. Alors, le problème, c'est que je pense que je ne vais pas pouvoir accepter les gens en même temps que je fais la présentation. Alors, en préambule, vous apercevez mon écran? Ouais, c'est bon. Alors, ouais, parce que je ne vous vois pas. Donc, alors, dans un premier temps, donc pour que ça se passe bien, l'idée, ça serait que donc, tout le monde veille bien à couper son micro. Si vous avez des problèmes de connexion, c'est de couper éventuellement la vidéo également, de façon à pouvoir favoriser la bande passante. Et ensuite, pour poser des questions, donc vous avez la possibilité de poser des questions dans le chat et d'indiquer à chaque fois que vous posez votre question, de mettre la région dans laquelle vous êtes et le nom de la structure que vous représentez. Voilà, de façon à ce qu'on puisse garder un fil conducteur en fait des différentes questions que vous aurez posées. Alors, dans un premier temps, ce que je voudrais faire, c'est faire un rappel sur le diplôme. Donc, on parle bien du brevet professionnel de la jeunesse et de l'éducation populaire et du sport, donc le BPGEPS Surf, qui depuis 2018 est composé de 4 unités de compétences, sachant que depuis 2010, le brevet d'état d'éducateur sportif premier degré a été abrogé. Il avait laissé la place derrière, depuis 2007, au BPGEPS en 10 UC, et désormais, donc, on est passé au BPGEPS en 4 UC. Alors, je continue. Les 4 unités de compétences, donc ça, je sais que Sandra Doimo du CREPS Nouvelle-Aquitaine va revenir dessus. Donc, l'UC1, c'est encadrer les différents types de publics en tout lieu et en toute structure. L'UC2, la mise en œuvre d'un projet d'animation s'inscrivant dans le projet de la structure, c'est ce qu'on appelle communément le projet. L'UC3, préparer une action d'animation dans le cadre des activités surf, ça, c'est tout ce qu'on appelle communément la pédagogie. Et l'UC4, mobiliser des techniques de surf pour mettre en œuvre une séance d'apprentissage. Ça, c'est toute la partie technique pure de la discipline surf. Alors, le BPGEPS, le titulaire est responsable de l'enseignement et de la sécurité dans une structure associative ou privée. Le métier se caractérise par une forte prédominance d'activités de découverte, activité qui est principalement commerciale en saison estivale. Il peut travailler en totale autonomie. Il assure toutes les tâches d'initiation et de perfectionnement en surf dans une perspective de découverte de l'activité. Donc, en général, on a tendance à dire que le BPGEPS va du niveau d'initiation jusqu'au premier niveau de compétition dans les clubs. Il participe à l'organisation, à la gestion et à l'administration des différentes activités. Donc, ce qui est important de préciser, c'est qu'il va y avoir 2 types de profils de BPGEPS une fois qu'ils seront titulaires de leur BP. Un profil d'exécutant qui aura le plus souvent donc, une grosse activité saisonnière au sein d'une école ou d'un club, mais qui n'aura pas ou peu d'implication dans le fonctionnement à proprement parler de la structure. L'employabilité aura une tendance saisonnière. Et ensuite, il y aura un deuxième profil qui sera plus un profil d'animateur, d'organisateur, voire même d'agent de développement, où il aura en plus de son travail d'initiateur autonome, un rôle et des tâches qui vont lui permettre d'aller plus loin que la simple tâche d'initiateur. Prise en main de groupes de perfectionnement, de compétition, communication avec les adhérents ou les clients, la gestion de planning et de progression,
la mise en place de déplacements type voyage ou déplacements sur des compétitions, organisation de manifestations type journée porte ouverte ou compétition départementale, locale, de compétition de club ou des compétitions nationales pour la fédération. Là, on sera plus sur un profil avec une employabilité en CDI, puisque là, il y aura possibilité de pouvoir être recruté pour faire toutes ces actions-là sur l'ensemble de l'année. Alors, ce qu'il faut préciser, c'est qu'il y a différents interlocuteurs dans la formation et dans le diplôme du BP. Ce qu'il faut savoir, c'est que le commanditaire, déjà, à la base, c'est le ministère chargé des Sports. Le ministère chargé des Sports, donc, qui maintenant a été absorbé par le ministère de l'Éducation et de la Jeunesse et des Sports. Le ministère délègue à ces organismes régionaux, donc CREPS Bordeaux-Aquitaine, le CREPS Pays de la Loire, et pour ce qui concerne la Bretagne, c'est le NVSN qui est chargé de mettre en place ces formations-là. Ces établissements, on les appelle des organismes de formation. Et ces organismes-là font des appels d'offres, et donc des opérateurs de formation se présentent, répondent à cet appel d'offres pour proposer des formations. Donc en l'occurrence, il y en a 4 qui interviennent sur la formation BP, l'UCPA pour la partie Nouvelle-Aquitaine, l'ISO, donc Institut Sport Océan pour les Pays de la Loire, le NVSN pour la Bretagne et la Fédération française de surf qui intervient également à Souston pour la Nouvelle-Aquitaine. Donc, bien prendre en compte cet aspect-là, qu'il y a des organismes de formation, les CREPS, et des opérateurs de formation qui proposent des formations aux différents CREPS pour la mise en place de ce diplôme-là. Et ensuite, vient un autre acteur qui va prendre la parole tout à l'heure, c'est l'OPCO, donc l'opérateur de compétences. Donc, en France, comme je vous ai mis sur le diapo, c'est un opérateur de compétences, est un organisme agréé par l'État chargé d'accompagner la formation professionnelle, la financer. Donc, l'AFDAS, en l'occurrence, on aura Bertrand Carrois tout à l'heure, le délégué régional de la Nouvelle-Aquitaine, qui sera présent pour pouvoir nous détailler le fonctionnement de l'AFDAS et comment ça se passe avec eux. Donc, les intervenants, donc, je vous présente donc Sandra Doimo, qui va être la première à intervenir, qui est coordinatrice de la formation BPGEPS Surf Nouvelle-Aquitaine pour le CREPS Bordeaux-Aquitaine. Ensuite, on aura Raphaël Combé, qui est coordinatrice du Lacano Surf Club, responsable administrative sur les contrats de professionnalisation et d'apprentissage. Et donc, Bertrand Carrois, dont je viens de vous parler, qui est le délégué régional de l'AFDAS, donc l'opérateur de compétences pour la partie financement. Et ensuite, pour la deuxième partie de ce webinaire, on aura une partie questions-réponses où là, vous avez des représentants de l'ENVSN qui sont présents, de l'UCPA, de l'ISO, du CREPS Pays de la Loire et de la Fédération française de surf qui seront susceptibles de pouvoir répondre aux spécificités régionales et aux spécificités des questions que vous allez pouvoir aborder. Donc maintenant, je vais arrêter mon partage et je vais repasser la parole donc, pour démarrer à Sandra Doimo, donc pour le CREPS Nouvelle-Aquitaine. Sandra, c'est à toi. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver tous. Tout d'abord, je remercie vraiment sincèrement la Fédération française de surf de s'associer au travail des différents organismes de formation pour permettre peut-être une communication plus large ou une meilleure communication dans l'objectif de permettre aux stagiaires d'avoir des parcours de formation plus sécurisés, plus fluides, et puis d'avoir des relations avec les écoles et les clubs qui soient construites dans le but de former de très bons stagiaires. Donc merci beaucoup à la fédération. Je vais faire très court, si tu veux bien, Laurent, le premier slide que je t'ai envoyé, c'est toi qui as la main. Je vais aller à l'essentiel pour vous, pour qu'on ait tous le même niveau d'information. Donc le BP Surf, il s'organise en plusieurs étapes. La première étape, ce sont les exigences préalables. Donc chacun des stagiaires qui désire entrer en formation surf, quelle que soit la région en France, doit satisfaire à des exigences préalables. C'est réglementaire. Donc à ce jour et à droit constant, les exigences préalables nécessaires sont donc le PSE1, obligatoire. Il y a un test de surf, donc sur la discipline du surf.
Il y a un 200 mètres nage libre qui existe maintenant depuis un certain nombre d'années, à faire en 3,20 pour les hommes et 3,30 pour les femmes. Ça peut paraître surprenant pour un jeune qui se dirige vers le métier de moniteur de surf. On exige un test de natation. À l'usage, on s'est aperçu quand même que c'était une épreuve qui était extrêmement intéressante, qui obligeait les stagiaires à avoir une activité physique un peu de fond. Et puis, on s'est aperçu qu'en termes de pratique de l'activité du surf, la natation, le travail de la natation en lui-même était de toute façon extrêmement intéressant, puisqu'on travaille les apnées. Donc, voilà, ça, ce sont les préalables. Donc, chacun des stagiaires, chacun des candidats qui souhaitent s'inscrire en BP Surf doit préalablement à son dossier d'inscription réussir ces tests d'exigence préalables. Les tests d'exigence préalables, ils sont réalisés dans les différentes régions et à des dates différentes afin que les stagiaires puissent s'inscrire dans les différentes régions. S'ils échouent dans un endroit, ils peuvent tout à fait se présenter dans un autre endroit. En 2022, il y aura un calendrier national sur lequel on va communiquer peut-être plus efficacement pour que tous les stagiaires puissent avoir sans doute une meilleure information sur ces dates. Donc les exigences préalables. Ensuite, viennent les tests de sélection. Donc, pour l'Aquitaine, ça commence après-demain. Et dans les autres régions, donc Pays de la Loire et puis la Bretagne, les tests sont évidemment à d'autres dates pour que chacun des candidats puisse, s'il le souhaite, s'inscrire et en Aquitaine et en Bretagne, etc. Les tests de sélection, là encore, on est sur la mise en place de l'aspect réglementaire, puisque tout est inscrit dans les textes, donc on ne peut pas faire ce qu'on veut. Là aussi, nous, les organismes de formation, nous sommes tenus, par souci d'équité pour tous les candidats, de respecter les textes. Donc, les tests de sélection, c'est un écrit d'1h30, en général sur un sujet inhérent à la culture surf. Un oral de 20 minutes maximum, d'accord? Donc ça, c'est ce qu'il y a dans les textes. Et puis, chaque OF peut rajouter, s'il le souhaite, d'autres épreuves. En Aquitaine, en ce qui nous concerne, le jury a fait le choix de rajouter un QCM de culture surf. Voilà. Donc, les candidats passent ces tests de sélection. À la suite de quoi, ils ont donc 3 notes et ils sont classés. Voilà. Ils sont classés et suivant leur classement, ils peuvent choisir la formation sur laquelle ils souhaitent aller. Donc, en ce qui concerne le NVSN, donc, il y a une formation. En ce qui concerne les Pays de la Loire, il y a une formation. La particularité de l'Aquitaine, c'est que nous disposons de 3 formations. Le CREPS met en œuvre 3 formations. Donc, une formation à Souston portée par la Fédération française de surf, une formation à Bombane portée par l'UCPA et une formation à Lacanau portée par l'UCPA. Ce choix, il s'est opéré assez vite pour répondre au fait que les candidats ont des profils qui peuvent être très différents. On a des candidats très jeunes qui souhaitent s'inscrire plutôt dans un parcours de formation initiale, donc qui ne disposent pas de diplômes sportifs ou de diplômes fédéraux. Mais on a aussi des candidats qui arrivent et qui disposent de diplômes fédéraux ou qui disposent déjà de diplômes sportifs, donc qui peuvent faire l'objet d'allègements de formation, de dispense du C. C'est pour cela qu'en Aquitaine, on a fait le choix d'offrir 3 formations différentes qui correspondent à des profils différents. À Souston, par exemple, on va trouver, donc Souston, c'est la formation qui est portée en partenariat avec la Fédération française de surf, on va trouver essentiellement les sportifs de haut niveau, les candidats qui se sont insérés dans un processus de formation fédérale, donc qui disposent du BIF et du monitorat fédéral, et des candidats qui disposent déjà de diplômes sportifs, donc déjà de BP ou de BE, et qui donc peuvent faire l'objet d'un certain nombre d'allègements ou de dispenses. Je souligne que sur les 2 autres formations, donc la formation de Bombane et la formation de Lacanau,
on peut aussi, bien évidemment, accueillir des stagiaires pouvant faire l'objet de dispenses si le stagiaire préfère être sur la formation de bombane ou de la cano. D'accord ? Il n'y a pas d'exclusive sur la formation fédérale pour les dispenses. D'accord ? C'est un souci d'équité pour tous les candidats. Chaque candidat peut tout à fait choisir le lieu où il désire entrer en formation. C'est à nous, l'organisme de formation, de s'organiser pour offrir la pertinence nécessaire à chacun des candidats. Donc cette année, pour 2022, on a 20 places, en ce qui concerne l'Aquitaine, on a 20 places à la Fédération française de surf. On a 15 places à la cano et on a 16 places à bombane. Voilà, donc 51 parcours. Voilà. Tu peux changer, Laurent, merci. Les certifications, on va passer vite. Laurent vous en a déjà parlé. La particularité des certifications dans les diplômes du ministère des Sports, c'est qu'elles ne s'opèrent plus comme avant. Lors du BE, elles étaient à la fin. Là, les certifications sont étalées durant tout le cursus de formation, afin que le stagiaire puisse tranquillement passer les certifications les unes après les autres. Voilà. Donc, elles sont étalées et le retour qu'on a depuis une dizaine d'années maintenant, c'est que ça permet quand même aux stagiaires de mieux gérer la charge de travail et puis d'être mieux préparés. L'autre particularité des diplômes du ministère des Sports, c'est que chacun des candidats a droit à un rattrapage, ce qui n'était pas le cas lors du BE. Donc, un candidat peut très bien ne pas être complètement prêt lorsqu'il passe une certification. Ça nous arrive à tous. Il peut être malade, il peut avoir besoin de plus de temps pour maturer des savoirs. Ce n'est pas du tout un souci. Chacun des candidats a la possibilité de passer un rattrapage pour chacune des UC. Donc ça, c'était une grande nouveauté. Et puis la deuxième nouveauté, c'est que l'UC3, donc l'UC relative à la préparation et à l'animation d'une séance de surf, se déroule dans la structure d'alternance. Donc nous venons, les certificateurs viennent sur la structure d'alternance. Et je crois que ça c'est vraiment fondamental parce que c'est ce qui donne toute la valeur de la relation qu'on met en place avec les structures d'alternance, avec les écoles et les clubs. Et c'est pour cela qu'il est important que nous puissions avoir des moments comme celui-ci, parce que votre implication, l'implication des structures dans le système de formation, elle est extrêmement importante. Le stagiaire passe la moitié de son temps en structure d'alternance. Donc, c'est la moitié du temps. Donc, ça veut dire que la moitié des acquisitions, elle se fait par l'intermédiaire des structures. Donc, c'est d'autant plus important que vous ayez une bonne connaissance de la formation en elle-même. Vas-y, Laurent, sinon je vais être très, très, très longue. Donc, l'idée, notre travail à nous, organismes de formation, que ce soit en Aquitaine, dans les Pays de la Loire ou en Bretagne, c'est transformer le surfeur. Alors qui arrive, bon, j'ai un peu schématisé, c'est peut-être un petit peu caricatural, mais il arrive avec son plaisir de surfer et puis ses techniques. Et nous, notre travail, organisme de formation, c'est de mettre un peu plus de billes dans la valise pour qu'il passe de surfeur à moniteur de surf. Et c'est pas forcément évident. Vous savez, vous, structures, clubs et écoles qui les accueillez, vous savez qu'au départ, quand vous les avez, ils sont plus surfeurs que moniteurs. Et donc, notre travail et votre travail, c'est de les transformer tranquillement pour qu'ils deviennent, pour qu'ils mettent la peau du moniteur de surf avec toutes les contraintes et toutes les nouveautés que ça engendre, bien évidemment. Donc, ce travail, il est long. Il prend 600 heures en centre, bien évidemment. Mais il prend aussi pratiquement 500 heures en alternance dans vos structures. Donc, votre implication et votre engagement dans le dispositif de formation, il est fondamental parce que la réalité du métier, c'est chez vous qu'ils la voient. Et chez nous, en centre,
Ils acquièrent des connaissances, des compétences, des savoir-faire, des savoir-être, mais sans votre réalité du métier, ça n'a pas de sens. Vas-y, Laurent. Je ne sais pas si vous voyez bien. Tu peux grossir un petit peu, Laurent? Ouais. Globalement, il y a deux grosses périodes en entreprise avec évidemment des objectifs qui sont un peu différents. Hein. Une première période qui s'organise autour de la découverte de la structure. Hein. Bien souvent, les stagiaires ont une vision approximative d'une structure de surf, hein, un club, une école, etc. Ce premier moment, cette arrivée dans la structure, elle est fondamentale et là encore, hein, votre action, elle est vraiment fondamentale pour que le stagiaire s'imprègne de ce que sont les différentes structures de surf. Donc oui, découvrir la structure, s'approprier son fonctionnement, c'est aussi rencontrer les gens et puis essayer de formaliser un petit peu une analyse de la structure dans laquelle il va travailler. Est-ce que je suis tout seul sur ma plage ou est-ce que sur ma plage, il y a déjà 6 ou 7 autres écoles de surf, hein, Lacano, 22 ou 23 écoles, me semble-t-il. Donc voilà, en termes de concurrence, on n'est quand même pas dans le même match. Donc cette première période, c'est vraiment de la découverte et l'accompagnement de la structure et des tuteurs est fondamental. Fondamental. Alors d'expérience, on sait qu'un stagiaire qui est très très bien accompagné sur cette première période, bien, il va très vite mettre le costume bon, t'as eu des belles croix bleues. Et votre rôle, hein, Ouais. le rôle des tuteurs et des responsables et des autres Est-ce que tu as DE eu qui sont dans la structure, Sydney ou pas, Liane? il est absolument fondamental sur cette première période. Et puis, on le sait bien que sur la Évidemment, deuxième mais bon. période, y compris la période estivale, et bien là, Je sais pas notre si, hein. stagiaire, il va beaucoup enseigner. Il va se faire ses armes et il va tranquillement mettre le costume de moniteur et puis il va choisir quel moniteur il veut être. Donc, en essayant des choses avec votre concours et puis la bienveillance qui caractérise les tuteurs et puis les gens qui reçoivent les stagiaires. Ouais, et puis il va mettre en place son projet dans la structure d'alternance. Donc très rapidement, cette diapo, elle montre quand même que le rôle des structures est fondamental. C'est pour nous, OS et opérateurs, travailler avec vous, c'est une plus-value énorme et votre rôle est fondamental. Et nous, sans vous, on ne peut pas travailler. Donc c'est aussi pour ça que c'est vraiment intéressant que vous soyez là et puis qu'on parle ce soir de l'employabilité parce que il est vraiment zen. Les stagiaires, il faut les... Je dis, il est vraiment zen. Il faut sécuriser vraiment leur parcours pour qu'ils puissent faire leur stage dans les meilleures conditions. Y compris dans les meilleures conditions en termes d'accueil. C'est pas évident de l'approcher au début. Conditions financières aussi. Parce il que est un peu toujours à se barrer comme ça, mais tu t'accroupis là, tu verras tout, il vient. Voilà, c'est un petit peu l'objet de la deuxième partie de ce webinaire. Moi, je crois que j'ai terminé mes slides. Je vous remercie. Je reste à votre disposition, bien sûr, hein, pour les questions-réponses. Ok, merci Sandra. Donc là, c'était la partie CREPS Nouvelle-Aquitaine. Donc pour la présentation donc des différentes formations qui sont mises en place. Donc on n'oublie pas, même si c'est Sandra qui représentait la Nouvelle-Aquitaine, on n'oublie pas le NBSN pour la Bretagne et tu l'as dit, et les Pays de la Loire, donc avec l'Institut Sport Océan. Maintenant, on va voir la partie pratico-pratique en fait de mise en place. Non, pas de roche. Quand je suis une structure et que je veux recruter un stagiaire BPGEPS, et qu'est-ce que ça représente en termes administratifs. Donc là, je vais me tourner vers Raphaël Combé. Raphaël, donc, qui est la responsable, la coordinatrice du Lacano Surf Club et qui est donc en charge de toute cette partie administrative. Donc Raphaël, est-ce que tu peux nous expliquer en tant que club comment ça se passe, puisque là, Sandra a quand même bien insisté sur l'importance de l'accompagnement des stagiaires. Donc déjà, comment ça se passe en termes de recrutement? Comment est-ce que, donc là par exemple, cette semaine, il y a les phases de speed dating pour la Nouvelle-Aquitaine. Comment ça se passe pour le Lacano Surf Club? Est-ce que la structure se déplace pour ces speed dating? Est-ce qu'éventuellement elle a déjà pris contact ou elle a déjà été contactée par des potentiels stagiaires? Voilà. Donc moi, je suis vraiment là pour un témoignage. Je suis pas là pour donner
Je n'ai pas la voix divine, quoi, en tant que structure. Je vais parler principalement en tant que club. Déjà, pourquoi nous, on prend la vraie raison de prendre des stagiaires? C'est qu'en tant que club, on a le rôle de promouvoir l'activité, l'enseignement, mais aussi on a un rôle de l'emploi. Et on est là aussi pour accompagner nos jeunes vers le métier de moniteur. Ça revient à ce que disait Sandra, on va faire des surfeurs, des enseignants, des vrais éducateurs sportifs. C'est le rôle, oui, de créer aussi des emplois. Et pour ça, on va passer par la formation. La deuxième chose, pourquoi prendre des stagiaires, c'est que ça va être un vivier pour nous, pour les années futures. Et surtout, on va pouvoir le modeler à l'image, à notre image. Surtout nous, les clubs, où on a 3 activités. On a l'activité club, compétition et loisirs, donc avec une progression sur le long terme. On va avoir une activité commerciale, plus du one-shot et du stage, plus activité touristique. Et on va avoir une partie événementielle. J'ai mesuré. Ce qui est important de prendre, quand on prend un stagiaire, c'est que d'intégrer toute l'équipe, parce que toute l'équipe va y participer. Que ce soit les autres moniteurs, que ce soit les filles de l'accueil, les coordinateurs, tout le monde participe et est intégré au projet. Le coordinateur va faire pas mal de liens avec avec le CREPS, avec l'AFDAS, avec les formateurs, beaucoup avec les formateurs, on est en lien. Moi, principalement, on travaille beaucoup avec le CPA et on s'appelle régulièrement pour être en cohérence entre eux et nous. La paillote. Et aussi sur la partie management. Après, pour les moniteurs sont principalement intégrés. Il y aura le tuteur officiel qui, lui, dans l'idéal, doit faire une formation tuteur mise en place par l'AFDAS. Et il y aura aussi les autres moniteurs qui vont accompagner le jeune pendant toute sa formation. L'idée, c'est que le jeune qu'on va accueillir, il va prendre des tips du tuteur, mais aussi de tous les autres pour pouvoir personnaliser sa pédagogie. Et aussi, il y aura aussi également les filles ou les personnes de l'accueil qui vont être concernées, puisque lorsqu'elles devront faire des plannings, il y a certaines contraintes à prendre en compte, et certains avantages aussi, au moment de faire des plannings. Le stagiaire ne va pas le balancer tout seul la première semaine de découverte. Voilà, il est toujours accompagné en binôme. Après, il va y avoir du coup le choix, on va arriver sur le choix de l'apprenti. Avant, il va falloir bien nous dire le projet du club dans l'accompagnement et que les deux parties soient en cohérence. Il a besoin d'être collé. Nous, on fait le choix de de proposer une formation où le jeune va voir différentes choses. Il va voir et la partie club, donc avec une progression sur le long terme, avec du niveau découverte, mais aussi du niveau compétiteur. Il va participer à l'événementiel. Donc, ça va être très, très varié. Certains, ça ne les branche pas. On va leur demander aussi une participation dans la vie de club. Donc, c'est des profils qui sont assez particuliers. Une fois qu'on a défini ça, qu'on a défini nos attentes, on va pouvoir trouver le jeune qui a les mêmes attentes. Certains ont une idée, c'est d'apprendre un maximum de pédagogie et après de monter sa structure assez rapidement. Donc nous, on va essayer de regrouper tout ça, de trouver la bonne chose. Nous, dans notre projet, on a différents groupes par tranche d'âge, par niveau. Et on va faire aussi tous les publics, soit du valide et de l'handi. L'idée, c'est que le stagiaire, il va accompagner sur toutes les tranches d'âge, sur tous les cours. Il va avoir de tout pendant toute la durée de sa formation pour qu'à la fin, il ait une certaine autonomie. Comme ça, parce qu'il faut se mettre là. Je ne mets pas ta tête là. Ça va? Vous me suivez? Non. Continue. Tout va très bien. Merci. L'idée, c'est qu'il puisse s'adapter à toutes les tranches d'âge, avoir un discours et une pédagogie adaptés à tous les publics, soit valide. On dit les tout petits, les adultes, les compétiteurs et les loisirs. Il va découvrir du coup l'organisation de l'événement et la vie de club dans nos clubs et il va travailler sur plage. L'idée, c'est vraiment qu'il travaille sur plage avec différents moniteurs pour qu'ils puissent voir un maximum de pédagogies différentes et petit à petit s'approprier la sienne. En fin de période, s'il est formé, tout bien, s'il reste, on a gagné. Et s'il souhaite partir, tant pis. Mais au moins, on sait qu'il sera complet et qu'il sera autonome. Il lui manquera bien sûr quelques années de plage,
mais au moins les bases seront là et seront bien implantées. Donc, si je résume ton intervention là, Raphaël, en fait, ce que tu dis, c'est que pour le club, le stagiaire BPJEPS, en fait, il est intéressant parce que c'est la continuité en fait d'une formation que le club a déjà mis en place en amont, notamment, j'imagine, avec le brevet d'initiateur fédéral qui a été proposé aux jeunes du club et qui sont susceptibles après de venir passer le BPJEPS et donc du coup de rester dans la structure. Et également que l'importance essentielle du tuteur, donc de son rôle et de son investissement auprès du stagiaire, mais également de l'ensemble de l'équipe, que ce soit les salariés de la structure, les saisonniers ou alors les dirigeants des écoles privées ou des clubs associatifs. Ce qui va être important, c'est que le club et le jeune en formation aient les mêmes attentes. Où là, on va pouvoir vraiment avancer ensemble. Il y a certains profils qui ne seront pas faits qui seront plus aptes à aller à l'UCPA ou aller en école. Donc, l'important, c'est vraiment que chacun trouve la bonne structure pour travailler ensemble. D'accord. OK. Maintenant, est-ce que tu peux nous parler en termes concrètement, comment le Lacanau Surf Club fait pour avoir un stagiaire? Est-ce que c'est le stagiaire qui contacte le Lacanau Surf Club? Est-ce que c'est le surf club qui va au-devant des stagiaires, donc à l'occasion du speed dating que met en place le CREPS Nouvelle-Aquitaine? Comment ça se passe concrètement? Il va y avoir les deux. Souvent, on est contacté quelques mois avant par des jeunes, soit du club, soit à l'extérieur, qui ont entendu parler de nous, où là, on prend déjà un premier contact. On prend les CV, on discute avec eux pour voir justement si le profil de ce jeune va correspondre à nos attentes. Et si nous, on correspond aux attentes du jeune. C'est ça qui est super important aussi. Des fois, on n'a pas toutes les demandes. Donc là, on participe au speed dating mis en place par le CREPS. D'accord. Et ensuite, concrètement, comment ça se passe en termes administratifs pour on va dire, la confirmation, la validation du début du contrat du jeune? Donc là, alors déjà, en fait, surtout ne pas s'engager. Alors là, surtout ce qu'il va faire en tant que structure, c'est de ne pas s'engager sur un jeune tant qu'il n'a pas réussi ses examens. Il peut très bien avoir réussi les TEP, etc. Mais par contre, c'est bien, avant de valider quelqu'un, c'est de se garder 2-3 personnes au cas où, parce qu'on a peut-être un super profil, super jeune, mais malheureusement qui n'accédera pas, qui n'arrivera pas à rentrer en formation. Donc là, excuse-moi, juste, on va revenir sur Sandra Deumont. Ça veut dire, Sandra, que concrètement, si j'ai bien calculé, là, il y a 51 places sur la Nouvelle-Aquitaine, par exemple. Demain, il y a peut-être 60 ou 70 candidats qui vont se présenter. Donc, ça veut dire qu'il y en a qui vont rester sur le carreau cette année. Oui, après-demain, j'ai 97 candidats inscrits avec les dom-tom. Hein. J'ai beaucoup d'Iliens cette année. Et cette année, je n'ai que 51 places. Donc, je ne pourrai prendre que les 51 premiers candidats. D'accord, ok. Très bien. Donc, concrètement, je reviens sur Raphaël. Comment ça se passe à partir du moment où le jeune, par exemple, réussit son test dans 2 jours et donc il a la confirmation que le CREPS va le faire rentrer dans une des 3 formations? Alors, là, on va pouvoir déjà commencer à compléter les CERFA. Donc là, on a beaucoup plus fait des contrats pro que des contrats d'apprentissage. Ça va être un petit peu nouveau, mais le principe va être relativement le même. Donc déjà, il y a un CERFA à compléter avec les informations générales. On va pouvoir même devoir le compléter avec un avenant, un contrat de travail pour bien fixer les règles. Voilà, que ce soit le salaire, le temps de travail, les spécificités de la structure. Ensuite, on va récupérer les informations qui vont être données par le CREPS, c'est-à-dire le planning, le devis et le programme de la formation, le calendrier. Une fois qu'on a tous ces éléments, on va pouvoir aller sur le portail de l'AFDAS et déposer notre demande de prise en charge. À savoir que les apprentis ont vraiment les mêmes statuts, les mêmes droits et les devoirs que les salariés. Voilà. L'AFDAS va pouvoir valider de prise en charge du contrat. Et ensuite,
c'est assez simple. Chaque mois, une fois qu'ils ont commencé leur première période en entreprise, on a juste à renvoyer chaque mois avant le 5 le nombre d'heures qui ont été faites par le stagiaire dans la structure. Voilà. Donc, il n'y a pas grand-chose à faire. Pour tout ce qui est les aides, les APS, l'aide Un jeune, une solution, ça se fait automatiquement. C'est-à-dire que l'AFDAS envoie directement sur le site APS et on a une validation ou pas, mais généralement, il n'y a pas de souci tant s'il a moins de 30 ans, pour recevoir les aides de l'État. Là, cette année, on a reçu, pour les jeunes de moins de 30 ans, 666 € par mois. Donc voilà, c'est un vrai bonus. Donc concrètement, le coût de la formation, donc il y a des frais pédagogiques d'un côté et ensuite il y a une gratification. C'est ça qui est versé aux stagiaires. Pour ma part, pour la part du Lacanau Surf Club, les frais pédagogiques sont directement envoyés de l'AFDAS au CREPS. Nous, on ne les voit pas passer. Ce qu'on va voir passer, ça va être le salaire du jeune, en fait. Ok. Et alors, ce salaire, justement. Alors, ça va vraiment dépendre de sa tranche d'âge. Moins de 21 ans, c'est 55%, me semble-t-il, du SMIC. C'est un peu plus entre 21 et 25, et à partir de 26 ans, ce serait un SMIC. D'accord. Donc, si on prend un jeune de moins de 21 ans, oui, avec l'aide de l'État, c'est tout bénéf. Ça ne va pas revenir, il ne va pas rester grand-chose à charge de la structure. D'accord, ok. Il ne faut pas oublier les plus de 25 aussi. Ouais. D'accord. Alors justement, en fonction des catégories d'âge, il y a des aides qui sont plus ou moins possibles et surtout, je sais que notamment, il y en a un d'entre vous qui a posé la question, est-ce qu'on peut passer un BPGEPS après 35 ans? Donc là, je pense être en capacité de répondre à la première partie des questions, c'est oui, on peut passer un BPGEPS au-delà de 35 ans. Par contre, c'est en termes de financement où là, par contre, ça risque d'être différent. Et donc là, déjà, il faudra être demandeur d'emploi. Ouais. Déjà, aussi. Et après, pas de problème pour tout ce qui est contrat de professionnalisation. D'accord, ok. Donc, je pense que c'est un petit relais. Sandra, tu veux prendre la parole? Oui, c'est un problème de sémantique, mais c'est vachement important. Quand un stagiaire est en contrat d'apprentissage ou en contrat de professionnalisation, il a un salaire. D'accord. Quand il est uniquement stagiaire de la formation professionnelle, il a droit à une indemnisation. Et en fait, la sémantique, elle est vachement importante. Et parce que, justement, c'est l'objet de la réunion ce soir, c'est de se dire que les stagiaires, plus on va sécuriser leur parcours avec des contrats, que ce soit du contrat d'apprentissage ou du contrat de professionnalisation, moins on laisse libre cours à des indemnisations qui peuvent être très différentes d'un stagiaire à l'autre et qui peuvent être au bon vouloir des structures. Donc, l'idée d'aller vers les contrats de professionnalisation et les contrats d'alternance, d'abord, c'est parce que c'est très intéressant pour les structures, donc c'est vrai qu'il faut y aller, ça professionnalise, mais c'est aussi pour éviter les inégalités de traitement entre les stagiaires, puisqu'on sait qu'ils travaillent tous beaucoup. Donc, c'est aussi pour ça que c'est important de sécuriser leur parcours financier. Quand ils sont sous contrat, ils ont un salaire qui est régi. Voilà, qui est régi par le droit du travail. Et donc, ça laisse moins libre cours à des interprétations des structures. Voilà, c'est important ça quand même. Et surtout, il est payé durant ces périodes où il est en formation. Il n'est pas uniquement payé lorsqu'il est sur la structure. Ouais, ça c'est peut-être important de le préciser, c'est qu'en fait, le contrat, il démarre au début de la formation, en fait. Même pendant les premières semaines, les premiers mois où il n'est pas du tout dans la structure commence déjà, enfin paye directement le premier mois alors qu'il n'a pas vu le stagiaire, il paye le stagiaire directement. C'est là où l'accompagnement va être vraiment tout au long. Je change un petit peu, mais l'accompagnement va être vraiment tout au long de la période. On va commencer en février, on va rencontrer le stagiaire, on va lui faire signer son contrat, lui faire un petit peu découvrir la structure rapidement. On est en lien février-mars pendant cette période avec l'organisme de formation. On est en lien avec lui, on est en lien avec les formateurs et le CREPS. Chaque semaine, on a le planning de ce qu'ils vont voir. Donc, on a vraiment un suivi
Et l'idée, c'est vraiment de ne pas les lâcher déjà. Il faut vraiment les accrocher de suite sur cette période. Et là, ça se fait généralement assez facilement avec le CREPS et les formateurs. Et il y a un vrai bon triptyque qui se met en place entre la structure de formation, la structure d'accueil et le stagiaire. Ensuite, on va l'accompagner pour qu'il ait ses EPMSP. On va vérifier qu'il les a, etc. Une fois qu'il a ses EPMSP, on va pouvoir l'accueillir. Il va pouvoir enseigner sur plage. Là, cette année, c'était au mois d'avril. Ok, voilà. Alors on peut peut-être… Là, excuse-moi de te couper, Rafi. On peut peut-être préciser ce que sont les EPMSP? Alors, les EPMSP, c'est le moment réglementaire où le candidat passe des épreuves qui vont lui permettre d'aller encadrer, d'aller sur plage avec des vrais gens dans la vraie vie. Voilà. Avant ces EPMSP, il ne peut pas encadrer. J'ai envoyé c'est interdit par la loi. Voilà. Et c'est pour ça d'ailleurs que vous faites passer les EPMSP en général avant de lâcher les stagiaires pour leur première période de stage. Oui. Voilà. Sur le tien. Et du coup, quand ils arrivent dans les structures, ils sont en capacité théorique de pouvoir encadrer. Et ensuite, c'est tout le travail d'accompagnement du tuteur et de la structure de former ces stagiaires pour pouvoir faire en sorte qu'ils soient rapidement, enfin en tout cas semi-autonomes ou voire complètement autonomes pour pouvoir encadrer du public. Je pense qu'on a fait le tour là, Rafi, de cette partie administrative. Alors, il y a du vrai pain, là, en tout cas des relations avec le CREPS Nouvelle-Aquitaine. Et juste avant de passer la parole à Bertrand Keroy de l'AFDAS, est-ce que tu peux nous expliquer, pardon, ou nous rappeler rapidement, brièvement, comment ça se passe les relations avec l'AFDAS, puisque tu nous as parlé du triptyque stagiaire, centre de formation et structure d'accueil, mais tu ne nous as pas parlé alors, je ne sais pas si on dit du quadritype ou quoi, mais en tout cas du quatrième acteur de cette formation qui est l'AFDAS. Elles sont vraiment simples en fait via le portail. Une fois vraiment qu'on a tous les éléments qui sont demandés, il n'y a plus qu'à les déposer et vraiment c'est simple en fait. On n'a pas tellement de contact parce que ça déroule facilement. Tout est envoyé après directement sur l'APS pour l'aide et à la fin on aura contact avec eux pour savoir si on peut bénéficier de la prime tuteur ou pas. Mais franchement les relations sont simple. Ouais, pardon. Désolé. Donc, du coup, on va faire une transition. On va passer la parole à l'AFDAS, que je vais remercier d'ailleurs, Monsieur Keroy, vous remercier de votre présence, puisque c'est déjà sympa d'avoir entendu que pour une fois où on travaille avec un organisme de l'État et ça se passe super bien et c'est super simple, en fait, c'est quasi automatique. Voilà, la parole est à vous et donc expliquez-nous un petit peu quel est le rôle de l'AFDAS et à quel moment vous intervenez et avec quels moyens. Merci beaucoup déjà pour votre invitation, parce que c'est vrai que ça permet de donner des explications complémentaires. J'ai l'impression que tout a été dit. Je ne sers pas à grand chose en fait moi ce soir, parce que Raphaël a été très explicite en fait sur les relations qu'on peut avoir. Simplement, je vais repréciser quelques petits éléments. Alors, du coup, j'ai un petit document en partage qui est là. Vous le voyez. Oui, on le voit. Ouais, parfait. Bon. Du coup, alors l'AFDAS, on n'est pas tout à fait un organisme d'État. On a simplement, pour situer un petit peu le contexte de qui nous sommes, on est ce qu'on appelle un opérateur de compétences, comme ça a été expliqué tout à l'heure. Alors, ancien OPCA au passif, pour ceux qui connaissaient un petit peu le monde de la formation professionnelle. C'est-à-dire qu'il y a une loi de réforme 2018 de la formation professionnelle qui a changé un peu la donne et en tout cas les organisations. Avec une mise en œuvre à partir de 2019 où donc l'AFDAS, nous on s'occupait traditionnellement des secteurs, plutôt des secteurs qui étaient rattachés au ministère de la Culture, donc avec bien sûr au-delà du spectacle, de l'audiovisuel, il y avait le secteur de la communication, boîte de com, presse, etc. Et donc à la suite de cette réforme de 2018, il y a eu
Il y avait une volonté de l'État, puisqu'on est, on est sous agrément de l'État, mais on est privé, c'est-à-dire qu'on est un organisme paritaire, donc constitué par les branches professionnelles qui nous ont choisis, avec les organisations patronales et les organisations syndicales salariées, qui nous ont choisis, donc par branche, pour simplement les représenter et les assister dans les logiques de développement de la formation en vue de participer à la professionnalisation des salariés, des acteurs du secteur. Donc le sport a fait le choix, et donc c'est dans ce cadre-là qu'aujourd'hui votre interlocuteur c'est l'AFDAS. Hein. Le sport a fait le choix effectivement de choisir l'AFDAS en 2018, fin 2018, pour une application à partir de 2019. Précédemment, c'était Uniformation, peut-être que vous en avez entendu parler, enfin j'imagine que oui. Et donc, c'est avec beaucoup de plaisir d'ailleurs qu'on a vu arriver ce secteur chez nous, parce que c'est vrai que c'est un secteur qui est tout à fait dynamique, et avec des projets de formation qui sont aussi intéressants qu'essentiels en fait pour le développement du secteur, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui la question de la professionnalisation, et c'est ce qui est en jeu là aujourd'hui, ça passe aussi par, et donc, notamment dans le cadre du sport, par l'obtention d'un certain nombre de diplômes qui sont liés à des emplois réglementés. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, ça c'est un petit peu la base, c'est-à-dire qu'on ne peut pas exercer sans avoir le diplôme qui permet d'exercer et d'intervenir auprès d'un groupe, etc., ou pour enseigner notamment le surf. Donc nos missions, en fait, c'est simple, hein, c'est-à-dire que c'est anticiper les évolutions en matière d'emploi au sein des secteurs professionnels, identifier les besoins en compétences, développer l'accès à la formation, promouvoir l'alternance. Ça, c'est lié aussi à un axe qui est lié à cette réforme, c'est-à-dire que à la suite de 2018, à la suite de cette réforme 2018, on a demandé aux branches professionnelles, donc à leurs outils, hein, que sont les OPCO, de s'occuper de la gestion des contrats d'apprentissage notamment, puisqu'avant c'était géré par la région, c'était les régions Nouvelle-Aquitaine, autres, etc., enfin, qui s'occupaient du développement de l'apprentissage. Nous, on avait une clé sur l'alternance qui était le contrat de professionnalisation. Aujourd'hui, on gère les deux contrats qui sont le contrat de professionnalisation et le contrat d'apprentissage. On va rentrer un petit peu dans le détail un peu plus loin. Et donc au niveau de nos missions, il y a aussi le fait d'apporter un appui technique aux branches professionnelles, donc sur toute la partie mise en œuvre de formation et liée à la formation. Et enfin, donc ça c'est le dernier point, et c'est un point qui est un petit peu récent et qui a besoin d'être souligné, c'est aussi accompagner les entreprises dans leur projet d'adaptation et de transition écologique. Et c'est vrai que notamment le monde du surf est plutôt bien sensibilisé à cette question-là. Et ça fait partie effectivement des missions qui sont les nôtres là depuis 2021. C'est une 6e mission qui a été rajoutée. Donc sur la question d'alternance, et pour entrer plus sur cette question-là, et ça a été plutôt bien résumé jusqu'à présent, c'est-à-dire que du coup, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a un alternant qui va acquérir une qualification, en l'occurrence un diplôme de BPGEPS qui va lui permettre d'exercer une profession. De l'autre côté, il y a un employeur, et on est bien effectivement dans le cadre d'un contrat de travail particulier, hein, qui prévoit une période de formation et des périodes de travail en entreprise. Il y a un centre de formation, le CREPS en l'occurrence, et un tuteur ou un maître d'apprentissage. Alors tuteur, maître d'apprentissage, c'est la même chose, c'est la nature du contrat qui va changer, selon qu'on est sur un contrat pro ou un contrat d'apprentissage, qui va changer la dénomination, mais qui est là, en fait, qui va avoir un rôle de facilitateur, autant dans les apprentissages que dans le cadre de l'intégration au niveau de l'entreprise. C'est-à-dire qu'il va faire l'interface aussi, quelquefois, et même souvent, entre l'organisme de formation ou le CFA, Centre de formation des apprentis, CF1, c'est relatif au contrat d'apprentissage, et l'entreprise employeur. Quelques idées reçues aussi autour de l'alternance. Ce n'est pas uniquement pour les jeunes, ça peut être pour les jeunes, mais les moins jeunes, les plus de 35 ans, peuvent tout à fait accéder à une formation en alternance. Ce n'est pas uniquement des formations diplômantes.
Ce n'est pas que pour les bas niveaux de qualification, ça c'est important, parce que en fait, sur les métiers techniques, on peut être amené à faire des reconversions, et notamment dans le cas des BPGEP, ça fait partie des choses qu'on peut voir. C'est toute l'année, et on n'est pas limité en nombre de contrats en alternance par entreprise. La seule limitation, ça va être le nombre de tuteurs, puisque par contre, on est limité. Un tuteur peut avoir jusqu'à 2 ou 3 apprenants. Mais donc en fonction du nombre de tuteurs disponibles, c'est ça qui va limiter, mais c'est pas l'entreprise, c'est pas un alternant par entreprise, quoi que ce soit. Alors, je me permets de reprendre la parole. Tout à l'heure, pour préciser, en fait, le SURF, donc tout à l'heure, tu parlais d'encadrement de discipline avec des encadrements réglementés. Et il est important de préciser que le SURF est un environnement spécifique, c'est-à-dire qu'en fait, on ne peut pas faire n'importe quoi, et c'est pour ça qu'il y a des formations spécifiques d'État qui sont mises en place, puisque au niveau national, le ministère catégorise le SURF comme plusieurs autres disciplines en France, comme étant des disciplines à environnement spécifique, et donc il y a obligation d'avoir un diplôme qui soit sérieusement encadré et qui passe par des organismes d'État. Je me permets, Bertrand, est-ce que tu peux, et là ça fait plusieurs fois qu'on utilise les termes, que ce soit tout à l'heure avec le Lacanau Surf Club, avec Raphaël ou avec vous, quelle différence y a-t-il entre les différents types de contrats? Ça, c'est une question qui revient régulièrement. Contrat d'apprentissage, contrat de professionnalisation, est-ce qu'il y en existe d'autres? Et ben voilà. Voilà, c'est la suivante. Ok. En fait, tout va dépendre. Alors, il va y avoir plusieurs clés d'entrée en fait pour déterminer tel ou tel type de contrat. La première clé d'entrée, j'allais dire, c'est presque l'organisme de formation avec lequel on va travailler. C'est-à-dire que on peut avoir un organisme de formation classique, j'allais dire, qui va pouvoir faire un contrat de professionnalisation. Pour pouvoir faire un contrat d'apprentissage, il faut que ce soit un CFA. Dans le cadre du CREPS, les deux sont possibles, puisque le CREPS de mémoire est CFA. J'invite à ceux qui sont présents du CREPS à me contredire si ce n'est pas le cas. Sandra, tu confirmes que le CREPS est CFA? Alors, je confirme que nous travaillons avec le CFA de Poitiers, qui est le CFA qui gère les deux CREPS, voilà. Mais qu'on est en apprentissage depuis 2022, donc il faut y aller. D'accord. Voilà. Donc du coup, oui, donc c'est en lien avec le CREPS de Poitiers. Il y a les CFA, les UFA. Bon, ça j'allais dire, c'est un petit peu la sauce, notre sauce interne. Quoi qu'il en soit, le CREPS est habilité à mettre en place des contrats d'apprentissage. La différence qu'il y a entre les deux, à l'origine, c'est que le contrat d'apprentissage était un contrat qui était lié à de la formation initiale, c'est-à-dire encadré, comme dans le cadre de l'éducation nationale, pour faire simple. Et le contrat de pro était un contrat qui était lié en fait à la formation professionnelle continue, c'est-à-dire à la partie effectivement plutôt liée au ministère du Travail. Aujourd'hui, cette distinction-là, elle a plus trop lieu d'être. La différence qui va y avoir essentiellement, ça va être les moins de 30 ans. Tous les moins de 30 ans peuvent avoir accès au contrat d'apprentissage. Quand on a plus de 30 ans, on ne peut pas avoir accès au contrat d'apprentissage, sauf sous certaines conditions, et auquel cas, ce sera plutôt le contrat de professionnalisation. Les conditions, c'est notamment, tout à l'heure, j'ai entendu parler des sportifs de haut niveau. Les sportifs de haut niveau, quand ils sont inscrits sur la liste du ministère, c'est-à-dire qu'il y a une liste, mais ça vous le savez, j'imagine aussi bien que moi, le ministère des Sports édite tous les ans une liste des sportifs de haut niveau, et donc ceux-là peuvent bénéficier effectivement notamment du contrat d'apprentissage. Il y a des projets de création d'entreprise, par contre, là, on est un petit peu exigeant sur le type de projet, c'est-à-dire que voilà, c'est pas uniquement du déclaratif, c'est qu'il y a déjà un projet qui a été bien travaillé en amont pour passer par l'apprentissage dans ce cadre-là, quand on a plus de 30 ans. Ou enfin, la dernière catégorie sont les travailleurs handicapés qui peuvent accéder au contrat d'apprentissage. Ok. J'ai encore une question qui revient régulièrement. Oui. Est-ce qu'il y a un type de contrat plus adapté qu'un autre par rapport au type de structure d'accueil?
que ce soit un club, que ce soit une école de surf, que ce soit une grosse école ou une petite école, est-ce qu'il y a un contrat qui est plus on va dire, favorable qu'un autre? Non. Non. Alors, il y a un contrat qui est un petit peu plus favorable, c'est le contrat d'apprentissage du point de vue de la rémunération. D'accord. On a une rémunération en pourcentage du SMIC qui est un petit peu plus faible que dans le cadre du contrat de professionnalisation. Alors, est-ce que c'est un avantage ou pas? Je ne sais pas, ça dépend du point de vue duquel on se place. Hein. Quand on se place du point de vue employeur, ça peut être un avantage. Ça peut, parce que ça l'est pas forcément. C'est-à-dire qu'il y a des employeurs qui font le choix aussi de rémunérer à un niveau supérieur leurs apprenants, en disant clairement, il y a des frais, il y a un investissement, j'ai envie d'aller plus loin parce que ça peut être aussi un facteur de motivation, etc. Ça, c'est des choix qui sont personnels et sur lesquels, en tout cas, il n'y a pas de jugement. Le seul aspect, c'est effectivement qu'il y a un minimum, comme ça a été souligné tout à l'heure, hein, de rémunération pourcentage du SMIC. On n'est pas sur la même nature des contrats. C'est-à-dire que là, effectivement, dans le cadre du contrat d'apprentissage, on est bien sur de la formation initiale et là, on est sur de la formation professionnelle. Donc, il y a un peu plus d'avantages pour le salarié dans le cadre du contrat de pro, ce qui justifie aussi une rémunération un peu plus élevée. Et surtout, le fait que c'est ouvert aux plus de 26 ans, demandeurs d'emploi. Voilà. D'accord. Sur ces deux types de contrats, alors là, j'enverrai la présentation pour qu'elle puisse être partagée par tous. Il y a un petit lien sur le site de l'AFDAS qui est ici, qui permet effectivement d'aller sur un comparatif très précis en fait de ces deux types de contrats avec les avantages et les inconvénients des deux types de contrats. Simplement, là, le zoom a été mis notamment sur la question de l'encadrement et sur le rôle du tuteur et du maître d'apprentissage. C'est effectivement très, très important d'avoir des apprenants qui ont un véritable encadrement, en fait, au niveau de la formation. C'est-à-dire qu'il y a d'une part la partie ressources, métiers, par rapport à l'expérience, mais il y a aussi le fait d'être accompagné dans l'entreprise, dans la structure, c'est très très simple. Quand on a, et ça on le voit d'un point de vue statistique, c'est assez parlant. Les tuteurs qui sont formés dans le cadre de la formation de tuteurs, en fait au niveau de l'obtention du taux d'obtention de l'examen, il y a un taux qui est beaucoup plus élevé que pour les tuteurs qui ne sont pas formés. Je vais réussir à m'exprimer à peu près clairement. Donc, ce que je disais, c'est que simplement un tuteur formé, effectivement, c'est plus une garantie de réussite pour l'apprenant qu'un tuteur qui n'est pas formé. Alors, justement, je te coupe juste parce qu'il y a une question qui me vient. On a parlé tout à l'heure de l'importance justement du tuteur et je crois que c'est Raphaël qui a parlé de la validation. En fait, il fallait valider une formation tuteur de façon à ce que, il me semble qu'il y a des prises en charge en fait au niveau de l'encadrement du tuteur, des heures que le tuteur va passer avec le jeune stagiaire. Il y a une formation et il faut que ça soit validé par l'AFDAS, c'est ça? Alors, ça c'est une liberté qui est laissée à la structure, quoi qu'il en soit, employeuse. Mais c'est vrai que nous, on invite plutôt la structure à nous solliciter pour le financement de la formation du tuteur. J'allais dire gratuit, rien n'est gratuit, hein, mais ces formations de tuteurs sont financées sur les budgets de l'alternance, ce qui fait que c'est transparent pour la structure employeuse. Il y a une prise en charge à 100% directement par l'AFDAS en dehors des autres budgets formation. Donc ça, c'est aussi important à souligner, c'est-à-dire que ça ne va pas pénaliser les autres salariés d'une structure employeuse parce qu'il y a quelqu'un qui est parti se former au tutorat. La formation, c'est 2 jours de formation, ça peut être en présentiel ou en distanciel. Et surtout, le principe de la formation de tuteur, c'est déjà quel est le rôle du tuteur. Au-delà de l'accueil dans la structure, ça va être comment construire un référentiel de formation, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va attendre en termes de référentiel de compétences, plus que de formation d'ailleurs, c'est plus un référentiel de compétences, comment évaluer, comment réguler le cas échéant aussi, parce que ça fait aussi partie des fonctions du tuteur, hein.
et notamment la question des échanges avec le CFA ou l'organisme de formation qui intervient. Et cette formation, effectivement, peut donner droit, alors sous condition, parce que là, on a eu une belle explosion du point de vue de l'alternance, qui est une bonne chose, hein, et notamment les aides de l'État évoquées tout à l'heure, ils sont pour beaucoup, et tant mieux, c'est aussi une bonne chose. C'est-à-dire que du coup, on a restreint l'aide à la fonction tutorale en fait aux structures de moins de 11 salariés en équivalent temps plein. Le financement de cette aide, qui est de 1 380 € pour 12 mois, c'est 115 € par mois pendant 12 mois maximum. En fait, c'est ça. D'accord. OK. Oui. Mais bon, je pense pas que la plupart des structures soient des effectifs équivalents pour le moment, supérieurs à tu 11 salariés. notes la chanson, mais... Voilà, dans les structures du sport, c'est assez rare malgré tout. Ouais. Et donc voilà, donc du coup, c'est effectivement une aide complémentaire qui peut être versée par l'AFDAS à la structure sur présentation de facture, simplement pour dédommager du temps que le tuteur a passé à accompagner le jeune, ou le moins jeune d'ailleurs, en alternance. Sur la question du financement de la formation, il y a deux choses, c'est-à-dire que dans le cadre du contrat de professionnalisation, il y a un barème entre 9,15 € et 15 € par heure de formation, selon le type, selon le niveau de formation. Donc, dans le cadre des BPGEPS, on est à 13 € de l'heure. Mais ça couvre 100% effectivement des coûts pédagogiques. Et dans le cadre du contrat d'apprentissage, il y a alors un coût de formation qui est défini en concertation entre la branche et France Compétences. Alors France Compétences, c'est une émanation du ministère du Travail en fait, hein, qui notamment s'occupe spécifiquement de tout ce qui est lié à la formation dans le cadre des entreprises. Donc ça veut dire que là aussi, du point de vue du coût pédagogique, il y a une prise en charge à 100% du coût pédagogique dans le cadre du BPGEPS. C'est peut-être important de préciser le coût justement ce coût pédagogique, parce que même s'il est pris en charge, il a quand même une valeur. C'est aux alentours de 5 à 6 000 €, c'est ça pour un BPGEPS Surf? Oui, on est à peu près aux alentours de 13 € de l'heure. C'est à peu près, oui, je crois que de mémoire, hein, dans le cadre de la reconnaissance BPGEPS, on doit être à 5 800 dans le cadre du contrat d'apprentissage. Et dans le cadre du contrat de pro, voilà, mais on est à peu près sur un équivalent, peut-être un petit peu plus. On est à peu près sur une équivalence. Sandra a l'air de confirmer, le Krebs. Ok, parfait, merci Sandra. Merci Sandra. Ok, on a fait le tour, Bertrand? Alors non, j'en ai encore j'ai deux petites. Bon, ça c'est lié aux démarches administratives. Mais ça va simplement rappeler ce que venait de dire Raphaël. Et il y a une prise en charge, effectivement, qui est directement réalisée entre l'AFDAS et le prestataire de formation, c'est-à-dire le CREPS dans l'occurrence, qui fait que du coup, la structure n'intervient pas du tout. Il n'y a pas d'avance de trésorerie sur la question de la formation, etc. Et enfin, les aides de l'ASP, effectivement. Donc, l'ASP, c'est l'agence de services de paiement de l'État. Et donc, c'est la fameuse aide des 8 000 €, enfin jusqu'à 8 000 €, effectivement, pour un contrat de 12 mois, pour les moins de 30 ans dans le cadre d'un contrat d'apprentissage ou d'un contrat de professionnalisation, puisqu'en fait, c'est applicable aux deux. Hein. Voilà. Donc, concrètement, là, il y a M. Bounolo qui pose une question qui dit comment peut-on souscrire, par exemple, à la formation tuteur? Tout se passe par le portail adhérent de l'AFDAS. Tout va se passer par le portail adhérent de l'AFDAS. Il y a une offre de formation en ligne qui est consultable. Et donc, il suffit de prendre contact avec l'organisme de formation qui va faire la formation tuteur. Ils vous font parvenir un programme et un devis. Et il y a un dépôt en ligne sur le compte de la structure de la demande de financement, okay, qui est acceptée systématiquement, en fait. Donc voilà. Dans le cadre, ce qui a noté, c'est dans le cadre du contrat d'apprentissage, c'est le SARFA est rédigé par le CFA. Ce n'est pas l'entreprise qui fait le SARFA. D'accord, ok. Donc, on va dire que pour une petite structure qui n'est pas trop dotée au niveau administratif, à la limite, le contrat d'apprentissage semblerait être un petit peu plus simple à mettre en œuvre. Oui, on peut dire ça. Oui. D'accord. Ouais. Ok. On peut dire ça, bien que ce ne soit pas très, très compliqué.
Sur les autres dispositifs, on avait un autre dispositif qui aurait pu être intéressant, c'est le FNE formation, mais bon, là, on ne va pas s'attarder dessus parce que je n'ai pas trop envie de vous perdre par rapport à cette question-là. C'est simplement, on peut avoir des financements jusqu'à 100% du coût pédagogique, qui sont des financements de l'État, qui sont liés en fait à la situation sanitaire qu'on a depuis 2019, depuis 2020 maintenant, hein, effectivement, donc par rapport à la pandémie, c'est des aides de l'État qui permettent effectivement d'avoir jusqu'à 100% du coût pédagogique qui peut être pris en charge pour une année de formation maximum, et les formations doivent se terminer avant le 31 décembre 2023. Ça, c'est pour des salariés qui sont déjà en poste dans l'entreprise. D'accord, pour la formation continue. Contrat en alternance, c'est un nouveau recrutement, c'est un nouveau contrat de travail. Bien qu'il puisse y avoir dans le cadre du contrat d'apprentissage une suspension du contrat de travail d'ailleurs pour faire une année en alternance, pourquoi pas, c'est envisageable. D'accord. Ça y est, je suis perdu dans la présentation, voilà, c'est là. Le FNE formation, lui, c'est effectivement pour les gens qui sont déjà en CDI. Un petit visuel sur nos organisations territoriales. Donc là, effectivement, on est dans la délégation Nouvelle-Aquitaine, délégation Pays de Loire. Une évolution toute récente. Voilà, c'est là. Une évolution toute récente. Je suis en train de montrer avec ma souris, mais du coup, ça ne marche pas. Une évolution toute récente qui est un accueil téléphonique avec un numéro unique au niveau national. Ah oui, d'accord. Non, mais désolé, je suis désolé. Je pensais que c'était noté. Alors, je vais le dire et je le rajouterai, je changerai sur la présentation que je vous ferai parvenir. C'est le 01 44 78 39 39. C'est-à-dire qu'on a changé un petit peu notre plateforme téléphonique qui n'était pas tout à fait efficace. Hein. On a été, je ne sais pas si certains d'entre vous ont essayé de nous joindre. Je sais que certains ont perdu leurs cheveux à force de les arracher en essayant de nous joindre pendant quelques temps. Parce que simplement on avait un système téléphonique qui n'était pas du tout outillé pour le nombre de structures liées à cette nouvelle réforme. Donc tout ça a été modifié il y a à peu près un mois maintenant, un petit peu moins d'un mois. Et ça veut dire qu'enfin on est joignable avec ce numéro unique, et après donc il y a un opérateur qui vous répond, qui vous renseigne, et qui peut vous mettre en relation, y compris avec le conseiller formation dédié en fait pour chacune de vos structures. Voilà. Ok, le conseiller qui est hyper important, puisqu'en fait, ça sera lui le correspondant avec le responsable administratif qui va s'occuper de toute la mise en place des contrats. Oui, alors ça va dépendre des besoins, ça va dépendre. Il y a des structures qui peuvent être tout à fait, habituées à la chose. Donc, auquel cas, il n'y a pas forcément besoin d'avoir un lien avec le conseiller. Mais effectivement, s'il y a une demande un peu spécifique, le conseiller formation est là pour vous accompagner par rapport aux difficultés que vous pourriez avoir, des trucs à faire. Notamment sur la mise en œuvre, ou répondre à des questions un petit peu Regarde plus ton truc pointues, Instagram, un petit peu plus individuelles que vous pourriez avoir sur ces questions-là. Voilà. Très bien. Merci, M. Carrois. Sandra, tu lèves la main. Oui, moi, je lève le doigt, juste pour dire aux structures qui sont là qu'il y a vraiment une simplification extrêmement importante pour mettre en place ces différents contrats pro et contrats d'apprentissage. Et ce que vient de dire Bertrand en est la preuve. C'est-à-dire que autant il y a quelques années, je comprends que c'était compliqué pour les structures et c'était peut-être une mise en danger pour les structures qui avaient l'impression de ne pas avoir peut-être les épaules ou de ne pas pouvoir le faire. Je crois que là, il y a des opportunités qui se dessinent et qui sont vraiment importantes pour les structures, qui vont leur permettre d'accueillir des stagiaires avec des coûts financiers qui vont être extrêmement pondérés, puisqu'il y a des aides de l'État qui sont très importantes, mais il y a aussi une disponibilité des différents services associés, alors que ce soit les CFA ou que ce soit les OPCO, une disponibilité qui est devenue vraiment, vraiment meilleure. Et je crois que tout ça, c'est au service du stagiaire et de la professionnalisation des stagiaires et de la professionnalisation du milieu du surf. Donc, il faut saisir cette opportunité là, maintenant. Je crois qu'on a tous à y gagner, en fait, tous. Voilà, donc c'était vraiment intéressant d'avoir Bertrand pour cela aussi, quoi. Ouais. Alors, dernière petite précision, c'est vrai que les aides actuelles là, de l'État, la fameuse aide de 8 000 €, elle est aujourd'hui en vigueur jusqu'au 30 juin
2022. Et après le 30 juin 2022, on ne sait pas trop ce qu'elle va devenir. Clairement, tout va dépendre de l'évolution de la Covid et on souhaite tous qu'à un moment donné, ça s'arrête. Il n'y a pas de question par rapport à ça. Mais c'est vrai que c'est une mesure qui a été présentée dans le cadre du plan Jeunes, une solution, etc., qui était vraiment une mesure incitative par rapport à l'alternance. Il peut y avoir aussi quelquefois un petit peu une notion un peu d'incertitude, clairement, puisque comme tout le monde le sait, on est dans une année électorale. Donc quand on est dans une année électorale, tout est plus facile en termes d'aide et sans avoir d'avis quelconque par rapport à qui que ce soit dans ce cadre-là. Mais c'est vrai qu'après le 30 juin, cette aide, clairement, on ne sait pas ce qu'elle va devenir. Voilà. Ok. Et ça, c'est aussi une réalité, quoi. Voilà. Ce que je vous propose, merci Bertrand, ce que je vous propose, c'est qu'on passe à la deuxième partie de la soirée, c'est-à-dire la partie questions-réponses. Là, Sandra, je pense que c'est à toi que s'adresse la question. Comment sont fixées les capacités d'accueil des formations et pourquoi ne pas accueillir plus de stagiaires en formation? Alors, les capacités d'accueil, elles sont fixées dans le dossier d'habilitation, qui est un document que j'envoie à la direction régionale jeunesse et sport et qui habilite les formations. Elles sont fixées selon différents critères. Le premier critère, c'est la qualité pédagogique qu'on peut développer avec un certain nombre de stagiaires. Donc, globalement, on tourne autour pour quelle que soit la discipline, on tourne autour d'une vingtaine de stagiaires grand maximum, si on veut pouvoir les accompagner dans les meilleures conditions possibles avec de la variété pédagogique, etc. etc. Donc, c'est dans le dossier d'habilitation. Pour l'instant, il y a 3 formations en Aquitaine. L'année prochaine, il y aura 4 formations en Aquitaine, puisque nous allons ouvrir une 4e formation. L'idée étant de ne pas avoir de formation avec plus de 18 stagiaires, c'est bien. 20, ça commence à être extrêmement compliqué pour les formateurs. Voilà. D'accord. OK. Je pense que c'est toujours pour toi, cette question, c'est est-ce qu'on peut avoir le calendrier des périodes en centre de formation et les périodes en entreprise? Donc, en fait, c'est ce qu'on appelle le ruban pédagogique. Alors, le ruban pédagogique ainsi que les devis, ils sont fournis très simplement par mon assistante Nathalie. Vous passez un coup de fil ou un mail et le calendrier prévisionnel vous est envoyé. Ça reste prévisionnel parce qu'il y a forcément des légères modifications, mais vous avez les grandes organisations avec les blocs. Ok, donc tout ça, toutes ces informations-là, on les mettra dans le PDF en fait, où on mettra la présentation de l'AFDAS, on mettra la présentation que j'ai fait moi en début de présentation et les slides que tu as montré toi, où il y avait les coordonnées de Nathalie, donc la nouvelle responsable administrative au niveau de Souston. Tout à l'heure, on a répondu à la question d'Alain qui concernait donc quel était le type de contrat. Donc, on a compris que globalement, pour une petite structure, le contrat d'apprentissage était le contrat qui était le plus adéquat pour une petite structure. Maintenant, on a Tom qui nous demande faut-il être affilié à la Fédération française de surf pour être tuteur ou avoir des stagiaires? Alors, il y a deux… Non, alors non, ce n'est pas obligatoire. Parce que sinon ce serait discriminant, donc on n'a pas le droit de le faire. Historiquement, sur les 3 formations qui sont en Aquitaine, la formation qui est portée par la Fédération française de surf demande à ce qu'effectivement le stage soit réalisé dans une structure qui est labellisée Fédération française de surf. Par contre, pour les 2 autres formations qui existent en Aquitaine, il n'y a pas cette obligation. Ok. Alors là, je vais prendre ma casquette de recruteur de stagiaires. Il faut bien faire attention. Il y en a certains qui des fois, s'en rendent compte un peu tard, qu'entre le stagiaire qui fait sa formation, par exemple, je vais dire en Bretagne, et qui a son lieu de stage qui est basé au Pays Basque, forcément, ça devient compliqué pour lui parce que les temps de trajet qu'il y a entre les différents lieux de formation et lieux de stage sont hyper importants et du coup, pouvoir travailler le week-end dans la structure et revenir en centre de formation la semaine,
c'est quasiment impossible. Et donc, en fait, c'est là où ça se complique et ça devient difficile. Donc, ça, c'est quelque chose auquel il faut faire attention. Ouais. Et c'est pour ça que cette année, on va, en Aquitaine en tout cas, on va être extrêmement vigilant durant les tests de sélection pour que ce triangle magique entre le lieu de domiciliation du stagiaire, le centre et sa structure d'alternance, pour que ce triangle soit le plus petit possible. OK. Parce qu'on sait que ça génère des frais et beaucoup de fatigue et des complexités qui ne sont pas nécessaires. Alors, j'ai une question. Le stagiaire BP peut-il intervenir sur les week-ends pendant les cycles en centre? Alors, je vais répondre pour ma partie et puis peut-être Bertrand sur le droit du travail, tu auras des informations complémentaires. À partir du moment où la convention, la charte d'alternance et la convention de stage est signée, le stagiaire peut intervenir. L'essentiel, c'est que la convention et la charte d'alternance aient été signées, puisque ça veut dire que le stagiaire, en termes d'assurance, est couvert. Donc ça, c'est la première des choses. La deuxième chose, c'est que, en termes de droit du travail, le temps de travail sur la semaine est réglementé. Ça veut dire que le stagiaire, il ne peut pas travailler à la fois 35 semaines en centre, puis tous les week-ends de tous les mois pendant la formation. Ça, c'est interdit par le droit du travail. Le stagiaire peut travailler de façon non récurrente. Alors, je parle peut-être sous contrôle aussi de Rafi, 42h30 par semaine, mais pas toutes les semaines. Donc, c'est ça, Rafi? Alors, je ne suis pas la grande spécialiste RH, mais moi, je sais que j'étale. Du coup, je fais le choix. Moi, je vais les faire travailler le samedi matin sur une petite période, quand ils retournent à partir du mois de mai sur leur centre de formation. Juste le samedi matin, ça leur permet de garder le pied sur le terrain. Je sais plus tout ça, je sais plus du coup où j'allais. Et les 42h30. En fait, c'est que j'étale les 600 heures qu'il y aura à faire. Ça veut dire que l'été, globalement, ils vont être en 35 heures. Je ne vais pas les faire travailler 45 heures, les contrats pro. Je vais dispatcher les heures pour que ce soit plus confort pour eux. Ils sont là pour apprendre. On n'est pas là pour les tordre, quoi. Et c'est important qu'ils soient suivis parce qu'ils vont avoir en même temps leur projet à mettre en place durant l'été. Ils ont besoin de temps aussi. Donc moi, je sais que j'étale. À quelle heure? Je fais le choix d'étaler et de les faire travailler un tout petit peu le samedi matin sur l'article. Sûrement. Okay. Au regard du droit du travail, ils peuvent travailler jusqu'à 42h30. Jusqu'à 42h30, hein. C'est ça, Anto? Ouais. Oui, mais à condition de rentrer dans les heures sup après et ce genre de choses. Ouais. Et ils ne peuvent pas le faire toutes les semaines. Non, c'est pas possible. Une autre question, il y a des allègements de formation qui sont possibles pour certains profils. Est-ce qu'on peut les rappeler, Sandra? Alors, il y a des dispenses qui sont possibles. Si le candidat est déjà titulaire d'un BP, quel que soit ce BP, il dispose des UC 1 et 2. Ok, donc accueil des publics et le projet. Voilà. De fait, il les a. Ok. Ensuite, un candidat peut être dispensé d'un certain nombre d'heures de formation si lors du positionnement, qui est l'acte obligatoire de début de formation, si lors du positionnement, on détecte qu'il a déjà, par son parcours universitaire ou par son parcours professionnel, s'il a déjà les connaissances et les compétences. Il peut être dispensé d'un certain nombre d'heures de formation. Donc, il peut être allégé de ces heures de formation. D'accord ? Par contre, un allègement d'heures de formation n'est pas toujours synonyme de dispense de certification. Ok, d'accord. Donc, on peut alléger des candidats. On fait toujours, on le fait avec les formateurs, on le fait toujours avec beaucoup de discernement parce que on ne veut pas les alléger d'heures et puis les mettre en situation un peu difficile pour la certification. Ok. On me précise dans l'oreillette que les 42 heures, c'est 8 semaines maximum sur la période de formation. Merci l'oreillette. Voilà. C'est une oreillette guadeloupéenne qui m'a envoyé l'information. Merci Johan. Alors, j'ai une question qui est intéressante. Dans une petite structure, donc j'imagine qu'il n'y a pas de BP dans la structure, y a-t-il possibilité de recruter le stagiaire via le service des sports de la commune et qu'il soit mis à disposition de la structure?
Alors, c'est possible, mais du coup, le service des sports, c'est le service des sports de la commune qui est employeur. Et auquel cas, ça ne sera pas l'AFDAS qui sera financeur. D'accord. Puisqu'en fait, on est dans le cadre des collectivités territoriales et donc il y a tout un schéma de financement de formation qui est autre et qui est malheureusement moins facile. D'accord. Et puis j'imagine qu'en plus, en termes d'accompagnement sur le terrain, ça doit être un peu compliqué de ne pas avoir le tuteur sur plage. Nous, dans la charte de l'alternance, c'est un impératif, incontournable. Ok, voilà. Donc justement, alors, ça c'est la réponse à une autre question, c'est que en fait, il y a obligation d'avoir à minima un BP déjà ou un BE déjà en place pour pouvoir tutorer le stagiaire qui va arriver. Et il doit être BP depuis au moins 2 ans. Et BP depuis au moins 2 ans. Ok. Alors après, dans toutes les questions que vous avez envoyées, donc pour ceux qui sont avec nous là sur ce webinaire, en fait, il y en a plein que je saute parce qu'on y a déjà répondu. Et par exemple, là, j'en ai une, c'est est-ce qu'il y a possibilité qu'un stagiaire soit sur 2 structures à la fois? Et notamment, donc là, on nous met en avant un comité départemental et une école de surf. Alors, réglementairement, il n'y a rien qui l'interdit. C'est clair, réglementairement, il n'y a rien qui l'interdit. Après, nous, en Aquitaine, on le fait à la marge parce que ça augmente le nombre de papiers, ça peut complexifier le processus, mais réglementairement, c'est tout à fait faisable et je pense que j'ai des collègues qui le font. Moi, je l'ai déjà fait, voilà. C'est pas. Okay. Faut pas que tous ils le fassent les 51 parce que sinon, moi, j'ai plus de cheveux, quoi. En complément de réponse par rapport à ça, il peut y avoir une solution alternative, c'est-à-dire, et c'est quelque chose qui s'entend, c'est-à-dire qu'on n'a pas forcément un volume de travail qui va permettre d'employer quelqu'un à temps plein sur un objectif tel que celui-ci. Après, il peut y avoir une réponse haute qui peut être de passer par un groupement d'employeurs, puisqu'il y en a dans le sport. Et c'est-à-dire que c'est le groupement d'employeurs qui est employeur et avec un contrat de mise à disposition en direction de la structure et des structures utilisatrices. C'est vrai que souvent les groupements d'employeurs jouent le jeu parce qu'ils vont déduire les aides de l'État et effectivement des heures qui vont être refacturées. Donc ça peut être aussi une solution alternative et qui peut être facilitante pour effectivement la mutualisation des employeurs autour d'un emploi, en fait, la mutualisation d'un emploi à destination des plusieurs employeurs. Voilà. Ok, Raphaël, c'est une question pour toi, je pense. Est-ce que le speed dating qu'il va y avoir demain est une étape indispensable et cruciale pour le recrutement des stagiaires? Ça aide énormément, ouais, tout à fait. Ouais, ça permet déjà de les voir en vrai, en 3D. Et c'est important parce que parfois, on a reçu des CV, on a des contacts, mais le premier contact téléphonique est différent au première rencontre 3D. Et ça permet aussi de rencontrer de nouvelles personnes. Et en plus, il y a des bons échanges sur place avec les autres structures. Nous, c'est principalement avec l'UCPA, mais suivant les profils qu'on va côtoyer, on va se les envoyer mutuellement. Ok, d'accord. Là, j'ai une question qui revient, qui est administrative. Le fameux CERFA, où peut-on se le procurer? Donc ça, on rappelle, c'est sur le portail de l'AFDAS. En fait, il faut ouvrir un compte et à ce moment-là, la mise en contact se fait automatiquement. Oui, alors il y a soit effectivement, on est déjà une structure employeuse et auquel cas, de toute manière, normalement, on doit déjà être connu de l'AFDAS. Si ce n'est pas le cas, il suffit de prendre contact avec nous, effectivement, et puis on fera les démarches qu'il faut pour que ce soit repéré. Ça peut être aussi un premier emploi, et auquel cas, c'est totalement possible de passer par ce type de contrat-là. Il y a une adhésion, après, il y a le portail, il y a les droits, les accès au portail, voilà. Et du coup, j'ai oublié la première partie de la question, c'était… Le fameux CERFA dont on parlait tout à l'heure. Alors, le CERFA sur le contrat de professionnalisation, il est téléchargeable sur le site directement, sur afdas.com, recruter un nouvel ou intégrer un nouveau collaborateur. Et après, on a les contrats, et notamment le contrat de pro avec le CERFA et toute la mise en œuvre, tous les éléments pour la mise en œuvre. Soit dans le cadre du contrat d'apprentissage, il est fourni directement fait par le CFA. Et après, il suffit de déposer directement en ligne sur le portail. Ok. Alors, on approche de la fin de notre temps à partie.
Il y a une question, est-ce que des stagiaires cherchent encore des structures d'accueil? Oui, mais visiblement, on l'a dit tout à l'heure, pour la Bretagne, donc le NVSN, et pour l'ISO, donc pour les Pays de la Loire, les recrutements ont déjà eu lieu, puisque suite au test d'exigence préalable, les recrutements, les speed dating ont eu lieu en suivant. Donc là, pour ces 2 formations-là, c'est déjà réglé. Et pour la Nouvelle-Aquitaine, si j'ai bien compris, on est vraiment en flux tendu, puisqu'il y a 51 places de formation pour la Nouvelle-Aquitaine sur les 3 centres de formation. Et il y a 97 candidats qui vont se présenter demain. Donc, je pense que voilà, le speed dating risque d'être malheureusement vite fait pour certains profils pour lesquels ça risque d'être plus compliqué pour eux. 2 questions avant de finir. La première question, alors je ne sais pas si le mot stagiaire a été oublié ou pas, mais pensez-vous qu'un BPGEPS puisse être accueilli sur un plan d'eau intérieur? Alors, je pense qu'un stagiaire BPGEPS sur un plan d'eau intérieur, ça paraît compliqué, en tout cas en l'état actuel des choses, puisque là, c'est un BPGEPS surf, donc ça doit être dans l'environnement spécifique océan, donc dans les vagues. En fait, dans la charte d'alternance, il est noté que, pardon, je reformule, excusez-moi. Ouais. Les structures accueillantes doivent répondre à un certain nombre de conditions. La première condition, c'est d'être ouvert au moins 6 mois de l'année pour pouvoir accueillir le stagiaire dans les meilleures conditions. La deuxième condition, c'est d'offrir aux stagiaires une diversité très grande de publics. La troisième condition, c'est d'offrir aux stagiaires la possibilité de travailler sur les différents supports et dans les différents milieux. En plan d'eau fermé, c'est compliqué parce que c'est que flat. Donc, c'est de l'eau plate. Donc, ça ne remplit pas complètement le cahier des charges. D'accord. OK. Par contre, si on sort le mot stagiaire, pensez-vous qu'un BPGEPS puisse être accueilli sur un plan d'eau intérieur? Là, par contre, tout à fait, un BPGEPS qui soit surf ou autre a possibilité d'aller sur un plan d'eau, faire des initiations stand-up. Là, on peut peut-être passer la parole à François Andrieux de la Fédération française de surf, qui est sur le créneau du stand-up paddle tout particulièrement et sur la formation de Souston. Oui, bonsoir à tous. Oui, évidemment que dans le cadre de ces heures, il peut intervenir dans le cadre de sa formation pour enseigner le stand-up. Une petite précision par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure. Concernant le stagiaire dans sa structure d'accueil, quand il est rémunéré, il peut faire du face-à-face pédagogique qu'à partir du moment où il a réussi les EP-MSP. Donc ça veut dire que normalement, il s'est fait avant sa première période d'alternance. Hein. Mais s'il devait prendre des heures le week-end, par exemple, avant d'avoir validé ses EP-MSP, il peut tout à fait intervenir dans la structure, mais il faut faire attention qu'il n'y ait pas par rapport aux gens qu'il va avoir en face de lui, de vente, on va dire, de prestations. C'est important parce qu'effectivement, il n'est pas validé en tant que tel. Concernant le stand-up, j'espère avoir répondu à la question. Hein. À partir du moment où le candidat a effectivement ses EP-MSP, il fait ses heures et ça a été le cas l'année passée avec des stagiaires sur Souston, hein, à la Casale. Ok, merci François. Dernière question, alors qui est une question plus générale sur la formation. Le BPGEPS, c'est une première étape. Quelles sont les formations et les financements possibles pour qu'un moniteur se perfectionne ou se spécialise? Existe-t-il une cartographie de tous les métiers du surf et de tous les parcours possibles afin de réaliser une carrière? Alors là, aujourd'hui, au niveau de la Fédération française de surf, je vais prendre ma casquette d'élu en charge des formations. Aujourd'hui, c'est vrai que les formations sont relativement limitées puisqu'il y a le BPGEPS. Le DEGEPS, pour l'instant, n'existe pas. Il n'y a pas de formation qui est mise en place. Ça fait partie des dossiers qui sont actuellement sur la table et qui vont être travaillés pour justement voir comment faire évoluer à la fois le BP et à la fois le DEGEPS. Et ensuite, parallèlement à ça, au niveau de la fédération, on travaille, alors là par contre, sur des formations fédérales, donc qui ne dépendent pas de l'État, mais qui dépendent uniquement de la fédération, qui auront pour vocation de justement professionnaliser, amener beaucoup plus de contenu aux éducateurs sportifs qui sont déjà installés dans les clubs. Aujourd'hui, on sait pertinemment que dans les clubs, il y a certains clubs qui sont relativement éloignés des grandes métropoles, qui ont un vivier d'adhérents ou de pratiquants qui est relativement limité autour de chez eux et qui ont une activité hivernale qui est compliquée, une activité saisonnière
qui des fois est particulièrement bousculé par les activités commerciales. Et du coup, là, le travail sur lequel la fédération est en train de se pencher sérieusement, c'est sur justement amener des contenus qui vont permettre à ces éducateurs sportifs déjà en place de pouvoir être toujours plus attractifs vis-à-vis de leurs adhérents et vis-à-vis de leurs clients. Et ça, c'est quelque chose qui, d'ici, je pense, les prochaines semaines déjà, il y a une certitude, c'est qu'il y a une formation qui va sortir, donc qui va être proposée, la formation d'entraîneur de club qui va être proposée, qui sera le préambule de la formation d'entraîneur fédéral pour la suite. Et après, il y a d'autres contenus qui sont en train d'être préparés, mais ça, on vous en dira plus dans les mois à venir. En tout cas, voilà, depuis un an où la nouvelle équipe d'élus a été élue à la fédération, voilà, il y a du travail qui est fait, qui est mis en place et qui devrait commencer à voir le jour dans les prochaines semaines. Voilà, je crois que j'ai vu apparaître une nouvelle question. Est-il possible qu'un stagiaire échoue aux EPMSP? Auquel cas, quels sont les recours pour lui? Alors oui, un stagiaire peut échouer aux EPMSP, c'est déjà arrivé, c'est assez rare. Les raisons sont en général un manque de travail du stagiaire qui n'a pas pris en compte le fait que c'était pour lui le moment essentiel pour montrer au jury qu'il était en capacité de recevoir des vrais gens en toute sécurité. Voilà, en toute sécurité. Ouais. Donc voilà, moi ça fait très longtemps que je fais le BP Surf et on a eu 3 stagiaires qui ont échoué, mais qui repassent l'épreuve, bien évidemment. C'est-à-dire on les accompagne dans l'acquisition de savoir et savoir-être qui leur ont manqué, et ils repassent et en général ils ont. Ça leur met un petit d'arrêt. Sur les 4 UC, que ce soit l'accueil des publics ou la pédagogie, le projet ou la technique, à chaque fois, systématiquement, il y a des rattrapages qui sont organisés. Ouais. Ok, très bien. Eh ben, écoutez, je pense que ça va être le moment. On est 18h32, donc on est pile dans les temps. Je vais, moi, pour ma part, vous remercier, que ce soit Raphaël, Sandra ou Bertrand, de nous avoir offert du temps pour expliquer et prendre le temps d'être le plus pédagogique possible. Vous remercier à vous tous et à vous toutes qui êtes connectés d'avoir assisté à ce premier webinaire. Et puis j'espère que on aura l'occasion de se retrouver, puisque l'exercice est particulièrement, enfin en tout cas je l'espère, intéressant en termes d'informations qui arrivent du terrain et qui sont partagées par ceux qui font justement ces actions-là. En l'occurrence là le CREPS Nouvelle-Aquitaine, l'AFDAS. Merci à Raphaël pour le témoignage club. Et remercier aussi ceux qui sont restés derrière. Il y avait Anthony pour l'UCPA, il y avait le NDSN aussi qui était présent, l'ISO. Donc tous vous remercier pour votre présence. Laurent Ortiz, élu à la Fédération française de surf, tu veux peut-être faire un petit mot de conclusion? Écoute, non, je pense qu'on a fait le tour de la question. Déjà, remercier tous les intervenantes, remercier Laurent. Peut-être... c'est vrai qu'on a passé le volet un peu technique de connexion à l'interface AFDAS. C'est vrai qu'on a eu la chance d'avoir Raphaël, qui est une pro en termes de gestion de l'outil. Peut-être que Laurent, moi, ce que je te propose, c'est peut-être d'essayer de faire passer aux structures vraiment un petit schéma, comment se connecter, comment se procurer les codes. C'est vrai que moi, j'avais un peu tremblé la première fois que j'avais utilisé l'interface, notamment en termes de délai de réponse, de documents à fournir. Maintenant que je l'ai fait une fois, je pense que je vais savoir le faire, mais c'est vrai que peut-être qu'il faudrait que nous, Fédé, on fasse preuve de plus de pédale là-dessus pour bien expliquer aux petites structures comment ça fonctionne, parce que ça fait toujours un peu peur de se connecter sur ce style d'interface. Voilà. Mais sinon, merci à tout le monde, bien sûr, et bravo à toi, Lolo. Donc la suite de l'exercice, on va vous faire passer donc un document synthétique de tous les slides, de tout ce qui a été diffusé ce soir. Logiquement, on a le live, donc la possibilité de pouvoir mettre en ligne
le webinaire de ce soir et donc du coup de pouvoir le repasser en replay. Et également, vous allez recevoir dans les heures ou dans les jours qui suivent un petit questionnaire de satisfaction pour savoir un petit peu ce que vous avez pensé de ce webinaire et puis savoir éventuellement quels sont les sujets sur lesquels vous voudriez qu'on se penche à l'occasion d'un deuxième webinaire. Voilà, je vous remercie à toutes et à tous. Et puis, je vous souhaite une bonne soirée. Encore les meilleurs vœux pour cette année qui démarre sur les chapeaux de roue. Et puis à très vite. Merci. Au revoir. Merci. Bonne soirée à tous. Au revoir.